Bien, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Chup, directeur général de Citrix France. Emmanuel Chup, bonjour. Alors, Bonjour, merci vous de votre savez invitation. que la tradition pour l'invité de la semaine, c'est qu'il nous fasse part de son actu de la semaine passée, ou de la semaine ou des semaines passées. Donc, qu'est-ce qui a retenu votre attention ces derniers temps? Alors, il y a pas mal de choses qui se sont passées en fait, ces dernières semaines. Cette semaine était effectivement la grande conférence Microsoft Experience, donc qui a regroupé un certain nombre de personnes effectivement intéressées dans le secteur de l'informatique. Moi, j'ai retenu plusieurs choses, mais j'ai retenu quelque chose qui m'avait interpellé, parce que personnellement, j'avais été investi assez fortement, c'était en juillet dernier, dans un procès qui s'est terminé qui était au tribunal de Paris sous la houlette de la procureure générale de Paris, qui était un procès factice, on va dire, sur tout ce qui était en fait transhumanisme, donc la réalité de l'homme augmenté. La vie éternelle, hein. Alors la vie éternelle ou remplacer un organe sain par un système informatique. Avec ça comme finalité. Exactement. Et évidemment, il n'y a pas de jurisprudence, de loi qui existe aujourd'hui, donc c'était intéressant d'avoir des vrais professionnels. C'était le cabinet AS qui m'avait invité. Et donc dans le Microsoft Experience, alors qu'est-ce qu'il en sort de ça? Mais c'est qu'effectivement, il y a encore du chemin à faire pour pouvoir effectivement, d'un côté social, mettre en place les mécanismes juridiques pour protéger justement celui qui est un homme augmenté. Alors on est vraiment dans la prospective et dans le futur, mais quelque part on voit que ça commence à arriver avec tous les thèmes qui se sont passés lors de Microsoft Experience, où la majorité dont on était Platinum partenaire en tant que Citrix. Donc on a eu la chance effectivement de pouvoir donner effectivement notre actualité à nous de façon plus fine, mais la majorité des conférences autour de ça, dans tous les grands acteurs du secteur informatique, c'était relativement orienté autour de l'intelligence artificielle. Donc ça a un lien avec ce procès de transhumanisme, et ils ont répliqué effectivement plusieurs acteurs du secteur, dont certains clients informatiques, un procès sur effectivement l'intelligence artificielle. C'était un peu le thème générique. Alors, ce qu'il en ressort, c'est la même chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien où ça va. On voit des films de science-fiction il y a quelques années qui se transforment quelque part en réalité maintenant. Donc on se dit qu'effectivement, par rapport à ça, on est à peu près dans le même contexte, et que quand on écoute Elon Musk qui dit qu'en 2020, il enverra déjà une première expédition sur Mars pour pouvoir coloniser Mars, on se dit, voilà, ça peut être du fantasme, mais quelque part, on voit qu'effectivement, il y a une vraie réalité. Alors, sans aller jusque-là, ce qui était intéressant, c'était de voir un peu comment tous les acteurs du secteur puissent se présenter, et l'approche qu'ils ont sur le marché en termes d'évolution, effectivement, de notre environnement de travail, en fait, dont, effectivement, Citrix fait partie. Très bien. Alors, on va revenir plus spécialement à Citrix, puisque c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. On ne va pas refaire l'historique de Citrix, mais je dirais en deux mots, à marche forcée, une société qui a été créée en 89, donc ça fait presque 30 ans. Donc au départ, l'idée c'était de l'accès à distance de systèmes Microsoft. Donc d'abord ça a été des PC, puis après ça a été Windows NT, s'il y en a parmi nos auditeurs qui se souviennent de Windows NT. Et puis en 2008, il y a eu un virage assez important, puisque vous êtes venu à la virtualisation, donc avec des solutions de type Xen App, Xen Desktop, Xen Server. Et donc c'est un peu le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement où vous en êtes aujourd'hui en tant que Citrix? Ben, on est toujours à peu près dans le même. Alors, vous avez bien résumé effectivement l'environnement de travail sur lequel on est en train de travailler. On a toujours les solutions qui sont XenApp, Xen Desktop, qui sont la pierre angulaire de l'offre Citrix. Alors, on les a fait bien sûr évoluer depuis 2008. On a effectivement maintenant plus axé sur l'expérience utilisateur. Auparavant, vous aviez des systèmes d'information qui étaient, on va dire, gérés par une DSI centrale, un directeur des systèmes d'information avec son équipe du niveau central, et qui envoyait vers les utilisateurs finaux, donc les gens qui travaillent dans l'entreprise, un certain nombre effectivement d'applicatifs et puis de procédures à respecter pour travailler avec l'outil de la société. Et là, c'est un peu le cheminement inverse. C'est C'est les utilisateurs qui vont vers le système pour demander et appeler les applications. exact. Et on méfie un peu parce que les Le refrain, ouais, alors je ne vais pas vous dire que c'est compliqué à utiliser, mais forcément. Mais par rapport à ça, là où on a vu il y a 2 ans à peu près une différence dans l'approche effectivement des solutions Citrix, l'appréhension des solutions Citrix, et ça s'est traduit dans le développement qu'on a fait des produits, c'est qu'effectivement les utilisateurs finaux, ils ont leur mot à dire. Ils utilisent des tablettes, ils utilisent des PC, ils utilisent des smartphones, donc des terminaux qui sont tous différents.
Donc il faut adapter l'offre par rapport au terminal qui est utilisé par les utilisateurs. On a 40% de nos clients à peu près qui ont une démarche de Bring Your Own Device. On a à peu près 4000 clients en France actifs chez Citrix. On est depuis 21 ans, on a à peu près 400 000 clients dans le monde entier. Donc on a une expérience utilisateur qui est ressentie par nos équipes de développement. Et maintenant, effectivement, la partie workspace, l'idée n'est pas juste de déporter un affichage comme on le faisait il y a 20 ans, ou même de publier un applicatif, parce que ça, on va dire, c'est une base qu'on a déjà établie depuis des années. Maintenant, effectivement, c'est comment on fait pour que cette expérience, elle soit la même sur tout l'ensemble des terminaux qu'on peut avoir. Et c'est ça la vraie révolution. Vous voulez travailler de chez vous, vous voulez emmener votre Macintosh, vous voulez emmener votre téléphone Android ou votre Apple, il faut que effectivement, les applications d'entreprise sécurisées et l'accès aux données de l'entreprise sécurisée, elles soient disponibles sur l'ensemble des terminaux que vous emmenez. On parle beaucoup, parce que dans cette approche, on parle beaucoup de tout ce qui est donc user experience et design thinking. Est-ce que ce sont des approches que vous mettez en œuvre pour le développement de vos solutions? Absolument. Donc on fait, alors il y a une petite chose qui a évolué depuis pas mal de temps. On fait souvent chez nos gros clients, on fait un survey, donc une étude, ou un questionnaire des utilisateurs qui utilisent les solutions Citrix. En termes d'ergonomie, en termes de facilité de connexion, en termes effectivement de ressenti sur la rapidité d'utilisation des applicatifs, pas mal de questions. Et on les prend et on les met directement dans notre pool de clients. Et après, c'est remonter l'engineering. Et en fonction des remontées des différents utilisateurs, on arrive à adapter effectivement le design et le look and feel de nos solutions. Donc vraiment pour que l'utilisateur ne voit pas de différence entre ce que lui il a envie d'utiliser de manière personnelle. Si vous êtes un fan pas d'action chez Apple, mais si vous êtes un fan d'Apple, vous avez envie que effectivement, les applicatifs métiers qui vous sont mis à disposition, elles aient un peu la même ergonomie que les applications que vous utilisez tous les jours. Une messagerie, pour faire simple, une messagerie qui est complètement différente de celle que vous utilisez personnellement, ça va poser un problème en termes effectivement de facilité d'utilisation. Très bien. Alors, dans vos présentations, vous mettez en avant ce que vous appelez les espaces de travail numériques ou numérisés, donc en bon français Digital Workplace. Est-ce que vous pouvez expliquer assez succinctement ce que ça représente et surtout quelles sont les technologies sous-jacentes qui permettent de mettre ça en œuvre? Alors, Digital Workspace, c'est une façon de repenser un peu l'espace de travail. Alors, il y a des gens qui repensent l'espace de travail au niveau ergonomie des bureaux, ergonomie effectivement de l'endroit. Bon, on va dire on travaille avec ces gens-là aussi parce qu'il faut qu'on s'aligne, mais l'environnement Citrix, il a la même démarche de repenser le mobilier, de repenser la façon dans laquelle effectivement les gens communiquent ensemble, puisque les open space, ça a été effectivement un changement drastique ces 4 dernières années. On fait la même chose au point de vue digital, c'est-à-dire que l'espace de travail, il vous est propre. C'est-à-dire qu'on travaille sur une méthodologie contextuelle, c'est-à-dire que chaque personne a besoin effectivement d'applications qui sont différentes les uns des autres. Donc on ne va pas pouvoir standardiser l'ensemble, ou plutôt les utilisateurs ne veulent pas standardiser l'ensemble des espaces de travail. Donc vous avez maintenant 40%, je vous disais tout à l'heure, qui veulent leur bring on device. Voilà. Pour une entreprise, c'est obligatoire d'y aller. Si vous voulez effectivement attirer des jeunes talents, attirer des gens qui sont effectivement au fait de la question. Vous ne pouvez pas arriver à un modèle monolithique comme c'était avant, c'est une information unique. Donc le Digital Workspace, c'est effectivement comment faire pour concilier ce que effectivement l'ensemble des utilisateurs veulent utiliser de façon personnelle et que ce soit le mieux intégré dans l'espace de travail informatique, soit protégé. Maintenant, on parlait de la GDPR par exemple, tout ce qui est effectivement en loi de programmation militaire, protection des données. Il faut effectivement prendre un certain nombre de critères qui soient au fait de la question et faire en sorte que vous puissiez aller sur Facebook par exemple, parce que vous avez envie d'aller sur Facebook entre midi et 2 avec le même terminal et puis accéder aux données d'entreprise brevetées par exemple. Donc il y a une étanchéité et puis il y a effectivement après une facilité de passer d'un environnement à l'autre. Et alors justement, est-ce que ça met en œuvre l'ensemble des technologies Citrix pour mettre tout ça en musique, ou est-ce que c'est juste une partie? Est-ce que vous pouvez l'expliquer un petit peu? Alors, il y a quelques années, alors chez Citrix, on a eu toujours des lignes de produits très fortes qui sont la virtualisation d'applicatifs, la publication d'applications. Donc c'est le métier de base Citrix, ça représente à peu près 60% du chiffre d'affaires de Citrix dans le monde, et en France on est à peu près dans les mêmes ratios. Le reste étant très axé sur la partie sécurité, puisque l'accès aux données, on est au centre du système. Et on s'est aperçu que pour redéfinir l'espace de travail, en fait, on n'était plus sur une seule partie de la solution Citrix, il faut mettre ensemble l'ensemble des solutions Citrix.
Au départ, c'était très siloté, puisque chaque applicatif qu'on avait ou chaque solution qu'on avait c'était pour résoudre une fonction donnée. Maintenant, le Digital Workspace, comme on l'a dit, justement l'espace de travail, ça regroupe l'ensemble des solutions Citrix. L'ensemble des solutions de Citrix s'appelle le Workspace Suite chez nous. Donc on a effectivement une suite logicielle et un peu de hardware au niveau sécurité des accès pour pouvoir effectivement garantir l'étanchéité des systèmes d'information entre eux. Vous avez expliqué que finalement les utilisateurs étaient de plus en plus impactés par tout ça, mais malgré tout, vous, en tant que fournisseur IT, votre principal interlocuteur, c'est le DSI de l'entreprise. Est-ce que pour autant, quand vous travaillez sur un projet dans une entreprise, est-ce que vous avez également des utilisateurs qui sont embarqués pour dire un peu leur avis sur la question et sur le projet qui est... Exactement. Le DSI, c'est quand même lui qui est garant du système d'information, de la sécurité de l'information. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne, oui. Parce que sécurisé. Alors sécuriser, ça c'est le leitmotiv du moment. Mais le DSI, il n'est plus tout seul à décider. Avec tout le respect que j'ai pour l'ensemble des DSI, c'est eux qui sont le garant effectivement du système d'information. Et si jamais ça ne marche pas, tous les utilisateurs vont commencer par aller voir la DSI pour se plaindre. Mais quelque part, la décision d'implémenter une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle application, souvent elle est faite pour des besoins business. C'est plus la DSI qui décide et puis qui dit voilà, c'est ce que vous allez utiliser pour travailler maintenant. C'est plutôt, on va dire, on rencontre pas mal de personnes en fait, ou pas mal de postes maintenant qui sont le lien entre les utilisateurs finaux et la DSI. Donc ils ne sont pas franchement des profils techniques à 100%, parce que c'est quand même une bonne connaissance, mais qui ont une connaissance métier. Et c'est la différence effectivement par rapport à il y a quelques années où la DSI était vraiment le pivot central. Je crois que le rôle du DSI est important puisqu'il doit comprendre et organiser effectivement les besoins du système d'information comme une force pour l'entreprise et puis pour un centre de coût comme c'était auparavant. Donc on a deux types d'interlocuteurs. Le DSI toujours, c'est le premier point de contact, c'est le référent, c'est le gardien effectivement de tout ce qui est déjà actif dans l'entreprise, le legacy, comme disent les Américains. On ne peut pas juste passer d'un modèle à un autre sans effectivement qu'il y ait une transition. Ça, c'est la vérité de la palisse. Et puis, donc, il est quand même le garant de l'ensemble des fonctionnalités de l'entreprise au niveau du système d'information. Et puis après, c'est les gens qui font. Alors, il y a plusieurs fonctionnalités, plusieurs types de fonctions qui existent, mais le digital officer, la transformation numérique, la personne qui est en charge de la transformation numérique, qui va plutôt prendre le système d'information et en faire une force pour l'entreprise. Très bien. Vous avez annoncé, on change un tout petit peu de sujet, vous avez annoncé il y a quelques semaines, enfin très récemment, que votre offre Citrix Cloud, qui était jusqu'à présent principalement centrée sur les États-Unis, s'ouvrait à l'Europe. Alors la motivation évidemment c'est de couvrir le globe de manière beaucoup plus large, mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les motivations qui vous ont poussé à faire ça? Et je suppose que parmi elles, on a déjà abordé le sujet, mais la fameuse GDPR qui s'impose un peu à tous et dont on sait que la date limite c'est mai 2018 joue un rôle important. Donc est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications là-dessus? Alors effectivement, historiquement Citrix on vendait comme beaucoup d'éditeurs, des licences perpétuelles sur site. Parce que le client l'hébergeait, était propriétaire de ces licences et faisait tout ce qui était upgrade, tout ce qui était effectivement maintenance en relation avec nous ou un partenaire. Depuis quelques temps, on voit un changement de paradigme où on a l'ensemble de nos clients qui ont la réflexion, quand je dis l'ensemble, c'est 80%, nos clients qui ont la réflexion du cloud. Peut-être parce qu'effectivement, il y a un gros marketing qui est fait par les gros fournisseurs de cloud. Je n'ai pas d'action particulière sur certains, mais quand on voit des Amazon ou des Microsoft qui ouvrent leur data center en France, effectivement, ça interpelle pas mal de nos clients. Donc par rapport à ça, ils retournent vers nous. Donc nous, on a une double offre. On a une offre traditionnelle, on va dire. Je peux appeler ça traditionnelle, c'est-à-dire des licences perpétuelles que vous opérez quand vous êtes client et vous utilisez les technologies habituelles ou les canaux de distribution habituels de Citrix. Et puis vous avez des clients qui n'ont pas forcément l'intention d'avoir des investissements lourds humains ou de compétences qui sont difficiles à trouver dans tous les secteurs de l'informatique. À poste et à demeure, donc ils préfèrent effectivement après l'outsourcer, donc ça existait déjà, et de plus en plus aller vers un call public qui leur offre de la flexibilité. Et typiquement, on s'est effectivement posé la question, c'est que notre offre de Workspace Suite, on l'a mise dans la façon cloud,
très américanisé au départ, puisque tout l'ensemble de notre... Alors nous, on n'héberge pas d'applicatif, hein, on n'héberge pas l'applicatif des clients, on héberge que ce qu'on appelle le control plane, en fait, hein, que la partie... L'accès à l'applicatif, finalement. C'est ça, l'accès à l'applicatif ou l'accès à l'applicatif Citrix, c'est dans notre cloud à nous, le reste étant chez les clients. Et on pouvait déjà, effectivement, avec notre... on a un produit qui s'appelle ShareFile, hein, qui est un produit, effectivement, de file sharing et surtout de workload, de gestion des workloads et d'accès aux données sécurisées. On peut localiser la data physiquement où on veut. C'est-à-dire que vous êtes un client français, par exemple, vous pouvez décider de passer chez Citrix dans le cloud. Alors au départ, il était aux États-Unis, donc il y a quelques petits problèmes de discussion avec certains clients sur l'intégrité du control plane s'il est aux États-Unis. Donc il voulait effectivement, pour des lois GDPR, en fait, pouvoir être en mesure de prouver qu'il contrôlait l'ensemble des données ou des données personnelles. On avait fait une étude il y a peu de temps sur la GDPR. Il y a à peu près 50% des clients, c'est un panel de 1000 clients qu'on a testé effectivement chez Citrix, donc on a fait une étude particulière. Il y a 50% des clients qui disent qu'ils gardent les données personnelles de leurs clients plus de 3 ans. Vous savez que pour un GDPR, c'est totalement impossible de faire ça. Il faut pouvoir effectivement après bénéficier savoir exactement combien de temps vous le gardez et puis détruire les données qui ne sont pas essentielles en fait. Donc pour ça nécessite d'avoir les données localisées près de chez soi et puis d'être en contrôle sur l'ensemble de la chaîne. Et alors, donc en Europe, vous avez des data centers dans les principaux pays ou comment ça fonctionne? Alors on a des data centers dans les principaux pays. Alors on fait deux choses en fait, hein. On les héberge aussi, on héberge nos control planes chez des grands fournisseurs de cloud, hein, Amazon, Azure. On n'a pas les citer. J'étais un peu plus vite que vous. Et puis effectivement après on a des data centers Citrix propres hébergés chez des hébergeurs traditionnels sur lesquels on contrôle l'ensemble. Juste parce qu'il y a des sociétés qui ont des accords avec ces grands clouds publics et qui veulent effectivement avoir un bout en bout. Donc l'objectif c'est de couvrir le plus large possible finalement, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. On va terminer sur une note d'actualité. Donc vous organisez prochainement, je crois que c'est le 19 octobre à Paris, votre conférence Synergie Unplugged en bon français. Quels seront les principaux thèmes cette année? Alors donc c'est un after work hein, qui est le 19 octobre, où on a effectivement demandé au CTO Citrix de venir nous aider en fait à donner un petit peu les perspectives. Donc on a deux grands thèmes. Donc c'est un peu la roadmap, si je puis dire, c'est ça? Exactement. Oui. C'est un peu oui, prospective et la roadmap, ok. C'est plutôt. Donc en fait, il y a des démonstrations techniques. On a effectivement un certain nombre de fournisseurs et de partenaires qui sont avec nous, qui vont démontrer leurs solutions. Il y a deux choses. Il y a effectivement la partie workspace, un digital workspace, pour reprendre le terme qu'on a utilisé tout à l'heure, où on va effectivement montrer des choses un peu innovantes sur comment on va gérer un espace de travail à la fois personnel et pas personnel, en utilisant tous les devices qu'on va pouvoir, ou tous les terminaux qu'on va pouvoir récupérer sur le marché. Donc on a un partenaire avec Samsung par exemple, qui vont venir avec nous effectivement lors de ces événements, Microsoft aussi. Donc par rapport à ça, on a effectivement l'espace de travail qui va rester le cœur. Et l'autre gros sujet va être l'accès aux données sécurisées, dans lequel on va pouvoir effectivement montrer l'ensemble des solutions Citrix. On aura ce qu'on appelle un EBC, Executive Briefing Center. Donc on a une palette de démonstrations qui vont être ouverts avec des sessions particulières par thème. Donc les deux gros thèmes, c'est toujours le Digital Workspace sur la partie espace de travail et puis sur la partie sécurité et l'accès aux données. Très bien, écoutez, on va rester sur cette note d'actualité. Je pense que tous les utilisateurs, les DSI qui iront à cette conférence auront déjà, ce sera un peu une piqûre de rappel puisqu'ils seront peut-être passés par les assises de la sécurité. La semaine prochaine, tout à fait. Ils seront bien armés sur le sujet. Donc Emmanuel Schupp, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous Emmanuel Schupp, merci Guy pour cette interview. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Je vous propose de nous rejoindre la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt. Merci.